Alors, on reprend le cours. On est arrivé à la dernière catégorie des diagrammes UML, ce sont les diagrammes dynamiques. Alors, ce qu'on avait vu dans la première partie du cours, on a vu une introduction générale, c'est quoi l'UML? L'UML, c'est un langage de modélisation, de conception orienté objet. C'est un langage standardisé au niveau international et, il a 14 diagrammes. Et ces 14-là se sont répartis selon trois catégories. Alors, les trois catégories, c'est la première catégorie, catégorie statique. Ça veut dire, c'est le diagramme qui répond à la question, c'est qui est le système, de quoi il est constitué. Les diagrammes comportement, il répond à la question, que fait le système. Maintenant, la troisième catégorie des diagrammes, c'est les diagrammes dynamiques. Ça veut dire comment le système évolue dans le temps. Comment il évolue. C'est bon? Alors, cette catégorie de diagrammes, elle est constituée de quatre diagrammes. Le premier diagramme, c'est le diagramme de séquence. Le deuxième, c'est le diagramme de communication. Et le troisième diagramme, c'est le diagramme global d'interaction et le diagramme de temps. Alors, pour le premier diagramme, c'est quoi? C'est le diagramme de séquence. Et, il fait quoi? Il représente de façon séquentielle le déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et de ses acteurs. Ça veut dire on a par exemple cette application-là, par exemple on veut payer quelque chose en ligne. Les acteurs extérieurs à cette application, c'est les clients. Les clients qui utilisent cette application pour faire une commande. Alors, pour passer une commande, qu'est-ce qu'il fait? Si le montant de la commande est inférieur à 100, on ne fait rien. Si le montant de la commande est entre 100 et 1000, alors que fait le système? Il doit vérifier le plafond crédit. Après vérification de plafond crédit, si le crédit est valable, c'est bon, la commande passe. C'est bon, on confirme la commande et on commence par traiter la commande. Alors, si le montant est supérieur à 1000, alors qu'est-ce qu'on fait? Le système demande l'accord des responsables. Après avoir vérifié l'accord, si l'accord est donné, alors la commande est confirmée. Et après, on passe bien sûr au traitement de la commande. Tout ça, c'est le traitement de la commande. C'est bon? Si on confirme la commande, ça y est, on passe à autre chose. Tout ça, c'est le traitement de la commande. Donc, le diagramme de séquence, il nous donne que se passe-t-il pour effectuer une fonctionnalité par le système en interaction avec les éléments extérieurs du système. Alors, les éléments extérieurs du système, ils sont, dans ce cas-là, sont deux. C'est le client et le responsable. C'est bon? Donc, il montre les différentes interactions entre le système et le client euh, qui sont des acteurs extérieurs. Il nous demande d'une façon séquentielle le déroulement des traitements. On fait étape 1, étape 2, etc. C'est bon? Donc, on comprend bien sûr, il y a une évolution dans le temps. Si le cas A, on fait le traitement du cas A. Si le cas B, on fait le traitement du cas B. Si le cas C, on fait le traitement du cas C. Et dans chaque traitement, il y a une étape après l'autre. C'est bon? Et tout ça, c'est le système en interaction avec les acteurs extérieurs. Les acteurs extérieurs à ce système-là, c'est le client et le responsable. C'est bon? Donc, c'est ça le diagramme de séquence. On aura l'occasion, bien sûr, d'étudier une panoplie de diagrammes en détail, comment on va concevoir ces diagrammes-là. On passe au deuxième type de diagramme dynamique, c'est le diagramme de communication. Alors, le diagramme de communication, c'est la façon simplifiée du diagramme de séquence. En mettant l'accent sur les objets du système. On ne fait pas recours aux acteurs, comme on a fait dans le diagramme de séquence, mais c'est juste qu'ils sont les messages échangés par les objets du système. Par exemple, si on prend une voiture, l'objet contact de la voiture lance le démarreur. Et le démarreur, si le démarreur est lancé, il entraîne le moteur. Alors regardez ça, c'est tout ça, c'est à l'intérieur de la voiture, les objets de la voiture.
on ne fait pas recours aux utilisateurs, aux conducteurs. Le conducteur, c'est un acteur extérieur à la voiture. Par contre, dans l'exemple précédent, les acteurs extérieurs du système sont présents ici dans le diagramme de séquence. Et on fait en détail que se passe-t-il dans chaque fonctionnalité. Ici, c'est juste, on montre d'une façon générale qui sont les messages échangés par les objets d'un système. C'est bon, c'est une méthode simplifiée, c'est un diagramme simplifié du diagramme de séquence. Alors, pour le diagramme global d'interaction, il représente les enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de diagramme de séquence. C'est toujours dans le principe du diagramme de séquence, toujours pas d'acteur extérieur. Ici, il nous montre le scénario. Un scénario, c'est un enchaînement des étapes. C'est bon? Il y a le premier scénario, le deuxième scénario, le troisième scénario. C'est bon? Et on fait présenter tous les scénarios possibles. C'est bon? Et bien sûr, le dernier diagramme, c'est le diagramme de temps. Alors, dans ce diagramme de temps, il nous montre, il met l'accent sur le concept du temps. Par exemple, dans un guichet automatique, la première des choses, on insère la carte. Après l'insertion de la carte dans la machine, ça demande à peu près 2 à 3 secondes. Et lorsque la carte est insérée, ça demande à peu près 1 seconde à 2 pour demander le code. On saisit le code. Le code, ça se saisit dans les environs 3 à 4 secondes. On saisit le code. Après, ils affichent qui sont les fonctionnalités disponibles. Si, par exemple, on choisit virement, il nous propose quels sont les enchaînements à faire et on va faire le virement. Et cette opération, ça va prendre combien de temps? Donc, c'est ça le diagramme de temps. Il met l'accent sur le concept du temps. Donc, chaque fonctionnalité, elle se fait en combien de temps? C'est bon? Avec les secondes ou bien les millisecondes, tout dépend de la nature de chaque système. C'est bon? Alors maintenant, on a passé en revue sur la notion c'est quoi l'UML, quelles sont les différentes catégories d'UML. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une synthèse de ce qu'on a fait et de ce que vous avez compris? Oui? Un volontaire ou une volontaire? Moi, madame. Oui, c'est qui? Présente-toi. Dramé Karidjatou, Big Data. Ah, d'accord. Vous appelez comment? Je m'excuse, j'ai pas entendu le nom. Dramé Karidjatou. Ah, Khadijatou, c'est ça? Oui. Vous êtes du Sénégal, je pense, non? Non, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes les bienvenus parmi. Merci, madame. Alors, tu prends la parole. Alors, moi, j'ai compris qu'il y a deux aspects basés sur l'UML, c'est-à-dire l'aspect fonctionnel et l'aspect lié à l'architecture. Oui, technique. Aujourd'hui, nous avons les catégories de diagrammes d'UML tels que le diagramme statique, diagramme dynamique et le diagramme comportemental. En ce qui concerne le diagramme statique, ça se base sur comment le système est, c'est-à-dire la structuration du système, oui. Le cas du pour l'aspect dynamique, comment le système évolue dans le temps. Oui. Et le diagramme comportemental, c'est que le système fait. D'accord. Et c'est ce que j'ai compris. Très bien. Et aussi, l'UML, vous avez dit aussi, c'est un langage standard, c'est-à-dire qui peut être utilisé par tout le monde dans le monde entier. Voilà, très bien. Très bien, bravo Khadijatou, tu as tout synthétisé. C'est bon? Alors, Madame? Oui. Madame, j'ai une question. Oui.
Si vous pouvez revenir au slide dans laquelle vous avez présenté les diagrammes d'UML, surtout pour la version 2.3. Mhm. Celle-là? Oui. Madame, ici, ce schéma montre que le diagramme comportemental est en relation directe avec le diagramme dynamique. Mais c'est tout à fait normal parce que le diagramme de comportement, il nous montre quelles sont les fonctionnalités, par exemple, d'un système. Et bien sûr, si on a un utilisateur qui interagit avec les fonctionnalités de système, il y a un certain enchaînement. C'est bon? Et ça, c'est une relation avec l'interaction. C'est clair? D'accord. Alors, l'interaction est un diagramme comportemental? Non, ce n'est pas un diagramme de comportemental, mais il a une liaison directe avec le comportement du système. Parce que le diagramme de comportement, par exemple, si on prend le diagramme de cas d'utilisation, il nous montre quoi? Il nous montre quelles sont les fonctionnalités offertes par un système. Oui. Par exemple, si on prend passer commande. Passer commande, c'est une fonctionnalité du système effectuée par un acteur. Mais passer commande, si on la laisse comme ça nous donne juste idée ce que fait le système. Mais pour le diagramme de séquence, il nous montre comment cette fonctionnalité est faite. Parce que pour passer commande, comme on a vu dans l'exemple, on a la première étape de vérifier le montant. Si le montant existe, on accorde la commande. Si le montant, par exemple, dans si on a une certaine plage, le système vérifie lui-même. Si on dépasse, par exemple, les 1000, on doit demander l'accord du responsable. Et tout ça, ça rentre dans le cas d'utilisation, passer une commande. Et déjà, le diagramme de séquence, c'est une explication détaillée du cas d'utilisation. Ça veut dire les diagrammes de comportement, ils ont relation avec diagramme d'interaction. C'est clair? D'accord, madame, clair et net. Tu as compris maintenant? Oui. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, ils sont liés. Déjà, on va voir, au premier lieu, on va utiliser le diagramme de cas d'utilisation, mais pour détailler encore, pour savoir comment cette fonctionnalité est faite, il y a un certain traitement qui se fait en ordre, dans le temps. Et pour voir cet ordre, on doit montrer ça, schématiser ça avec un diagramme de séquence. C'est clair? C'est pour cela qu'ils sont liés. Et voilà, on aura le temps de découvrir ça en détail. C'est une séance d'introduction. Vous allez au fur et à mesure comprendre l'importance de chaque diagramme et quelle est sa liaison avec les autres. C'est bon? D'accord, madame. Merci. Madame. Oui? Madame, en pratique, est-ce qu'on travaille avec tous ces diagrammes? Ah, c'est ce que je vous prépare pour ça. On va répondre ça. C'est la suite du cours. D'accord, madame. Merci. C'est bon? Donc, Khadija, tu as bien schématisé le cours. C'est une bonne question posée aussi par votre camarade. Ça montre bien que votre intérêt pour le cours, donc c'est très bien. Donc, et c'est un cours d'une importance primordiale pour tous ceux qui pratiquent le domaine de l'informatique, surtout au niveau de développement, etc. Donc, on poursuit le cours. On a mis le point sur c'est quoi l'UML, quels sont les différents types de diagrammes, quelles sont leurs catégories. Maintenant, on va aborder un point. C'est que, comme vous remarquez, ces diagrammes-là, ils sont au nombre de 14. Ils étaient 13 avant la version 2.3. Maintenant, ils sont au nombre de 14. Alors, en pratique, on ne produit pas tous les diagrammes UML. Déjà, UML, comme je vous ai dit au début du cours, ce n'est pas une méthode. Ça veut dire, si c'était méthode, il va nous imposer l'enchaînement. Ça veut dire, une méthode veut dire que
étape 1, il faut faire cela, étape 2, il faut faire cela, étape 3, il faut faire cela. Alors pour l'UML, ce n'est pas une méthode, c'est un langage. Parce que ceux qui ont inventé l'UML, ils ont préféré de le borner en un langage. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le monde informatique, dans le monde de développement des logiciels, etc., il y a une diversité de cas particuliers. Donc on ne peut pas imposer une démarche. C'est bon. On propose un langage et chacun l'utilise selon son besoin. Donc, pour les diagrammes, il n'y a pas principalement, il n'y a pas vraiment un ordre à respecter, mais parce que chacun est libre de faire le diagramme selon son besoin. C'est bon. Mais en pratique, c'est que on utilise plus les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'objets, d'activités, de séquences, dans le cas pour modéliser les exigences fonctionnelles du projet. Et les autres diagrammes, tels que diagrammes de composants, déploiement, communication, sont utiles pour la modélisation de la partie architecture technique. Qui dit architecture technique dit logiciel, des matériels. Qui dit architecture fonctionnelle, ça veut dire quelles sont les fonctionnalités du système. Donc, dans un projet informatique, on n'est pas obligé de produire tous les diagrammes. On va produire le diagramme qui répond à notre besoin. Donc, c'est ça la réponse à votre question. C'est clair? Alors, pour les diagrammes les plus utilisés, on va commencer par le premier. C'est vrai que ce n'est pas une méthode, UML n'est pas une méthode, on ne va pas imposer un enchaînement d'étapes, mais on peut proposer avec la bonne pratique, avec une petite expérience, quels sont les diagrammes à étudier avec une certaine chronologie. Mais comme je vous ai dit, dans un projet informatique, tout le monde est libre de faire le diagramme qui répond à son besoin dans n'importe quelle étape. C'est bon? Donc, on passe au premier diagramme, qui est le diagramme de cas d'utilisation. Alors, le diagramme de cas d'utilisation appartient à quelle catégorie? Diagramme de comportement. Voilà, diagramme de comportement. Qui dit diagramme de comportement dit aussi, comme a dit Khadijatou, que fait le système? Ça veut dire quelles sont les fonctionnalités offertes par le système. Un système de guichet automatique, quelles sont les fonctionnalités offertes par le système? C'est consulter son compte, tirer de l'argent, faire un virement, payer les impôts par exemple, etc. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, c'est ça son rôle. On va l'étudier. C'est le cas technique. Non, quoi? Est-ce que c'est le cas technique? Non, ce n'est pas le cas technique, c'est dans le cadre fonctionnel de l'application. Toujours retenez bien, l'architecture technique d'un projet, ça rassemble les parties logicielles et surtout la partie matérielle. C'est ça l'architecture technique d'un projet. Mais dans l'aspect fonctionnel, ça veut dire que fait ce système? Quelles sont les fonctionnalités offertes par le système? C'est bon? Comme j'ai dit l'exemple d'un guichet automatique, quelles sont les fonctionnalités offertes par ce guichet automatique à l'utilisateur? Un guichet automatique, il nous permet quoi? Il nous permet de tirer de l'argent, effectuer un virement, consulter le compte, etc. Donc, ces opérations-là, ça rentre dans le cadre fonctionnel. Ça répond à une fonction. Le système fait une fonction. C'est bon? Donc, le diagramme de cas d'utilisation, c'est quoi? Il décrit les fonctionnalités, il décrit les fonctionnalités d'un système d'un point de vue utilisateur. Parce que un système, toujours, il est en interaction avec un utilisateur. Et quelles sont les fonctionnalités offertes par ce système? C'est les services donnés à cet utilisateur. Donc, il se base bien sûr sur le cahier des charges pour être construit. Le but est d'identifier les catégories d'utilisateurs. Par exemple, on va comprendre quelles sont les catégories de notre utilisateur d'un système. Il y a par exemple catégorie administrateur, catégorie par exemple utilisateur normal, etc.
Il nous donne la possibilité de spécifier qui sont les différents acteurs qui interagissent avec le système et quelles sont les fonctionnalités offertes par ce système à ses utilisateurs. Donc, le but est d'identifier les catégories d'utilisateurs, chacune d'entre elles appelée acteur, est susceptible de mettre en œuvre une ou plusieurs fonctionnalités du système et les besoins du système. Chaque fonctionnalité appelée cas d'utilisation. Donc, chaque fonctionnalité offerte par le système, ça s'appelle une cas d'utilisation. Cette cas d'utilisation doit répondre à l'un des besoins nécessités par une ou plusieurs catégories d'utilisateurs. Donc, c'est ça la définition générale d'un diagramme de cas d'utilisation et son utilité. Alors, maintenant, on passe à sa représentation graphique parce qu'on a dit l'UML, c'est du graphique pur et dur. Je m'excuse. Donc, on passe à sa représentation graphique. Alors, on va comprendre, comme on a dit dans la définition d'un diagramme d'utilisation, on a cité deux notions importantes. C'est la notion acteur et notion cas d'utilisation. Un acteur, c'est quoi? Un acteur représente un rôle joué par une entité externe au système, utilisateur humain, dispositif matériel ou autre système, qui interagit directement avec le système étudié. Il existe trois types d'acteurs. Et là, il y a un acteur humain. Il y a humain, ça veut dire l'utilisateur est un être humain, utilisateur du système au travers des différentes interfaces en machine. Exemple, par exemple, clients, administrateurs, techniciens qui sont des êtres humains, ou bien un acteur qui est logiciel. Par exemple, on fait l'étude d'un système et ce système-là, il sollicite une autre solution logicielle. C'est bon? Donc, un acteur ça pourrait être un logiciel, entité logicielle existante et fonctionnelle qui communique avec le système grâce à une interface logicielle. Par exemple, application de gestion, de base de données, etc. Et il y a le volet matériel, entité matérielle qui exploite les données du système ou pilotée par le système. Exemple, par exemple, imprimante. Imprimante, c'est un acteur extérieur au système qu'on l'exploite. Il y a une liaison étroite avec ce matériel-là. Lorsque on clique sur la fonctionnalité imprimer, par exemple, on prend juste le Word ou PowerPoint. Word, c'est un logiciel, c'est un système. Un acteur, moi, j'utilise ce système-là. Je suis un acteur humain, mais il y a aussi un autre acteur matériel. Lorsque je clique sur la fonctionnalité imprimer, on fait recours au matériel imprimante qui est connecté au système. C'est bon? Donc, l'imprimante dans ce cas-là, c'est une entité matérielle. C'est un acteur de type entité matérielle. Bien sûr, pour identifier les acteurs, on se vante sur les frontières du système. On va comprendre ça dans l'enchaînement du cours. Alors, pour la représentation graphique d'un acteur. Alors, pour représenter graphiquement un acteur, on a cette notation-là. Le petit bonhomme, le stickman. Ça, c'est pour dire que c'est un acteur et on donne le nom de cet acteur. Par exemple, ce petit bonhomme, il porte le nom client. Ça, c'est un acteur. Ou bien, il y a une autre notation, on peut modéliser le client, pas seulement le client, mais un autre acteur. Ici, on a un client qui est un acteur humain, de type humain. On a un acteur qui est le système informatique de la banque. C'est un acteur. On le modélise avec le mot-clé ou bien le stereotype actor et on le modélise avec un carré pour dire que le système informatique de la banque, c'est un acteur extérieur à un autre système qu'on va étudier. C'est bon? Donc, par exemple, et ça c'est pour dire que on peut schématiser l'acteur externe à notre système de deux manières, soit en utilisant le bonhomme, soit en utilisant le carré qui porte le nom
stereotype. Alors, une bonne recommandation. Vous recevez toujours mon écran? Oui, madame. Alors, la bonne recommandation consiste à faire prévaloir l'utilisation de la forme graphique du stickman. Alors, il vaut mieux, pour la bonne pratique, d'utiliser le stickman ou le bonhomme pour modéliser des acteurs humains et le carré pour modéliser des acteurs de type logiciel ou matériel. C'est bon? Alors, pour les acteurs, on a deux types d'acteurs, soit un acteur principal ou acteur qui s'appelle primaire ou acteur secondaire. Alors, les acteurs demandant des services au système, ils sont le plus souvent à l'initiative des échanges avec le système. Ils sont dits acteurs primaires. Lorsque l'acteur demande, sollicite, ça veut dire la fonctionnalité du système, c'est un acteur primaire. Et vous regardez les flèches se redirigent de l'acteur vers le cas d'utilisation. Mais il y a un autre type d'acteur. Lorsque le système sollicite, pour effectuer cette fonctionnalité, sollicite un autre acteur, c'est un acteur secondaire. Parce que la flèche se redirige vers le cas d'utilisation, vers l'acteur secondaire. Vous voyez? Donc, c'est le cas d'utilisation qui sollicite cet acteur. Ce n'est pas l'inverse. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle un acteur externe. Ou secondaire plutôt. Ce n'est pas externe, mais plutôt secondaire. Toujours, les acteurs sont des entités externes au système. Alors, il y a une relation entre les acteurs s'il y a la relation généralisation. C'est comme le principe d'héritage dans la programmation orientée objet. Donc, il y a généralisation entre un cas A et un cas B lorsqu'on peut dire que A est une sorte de B. Par exemple, si on prend cet exemple-là, le directeur est une sorte de commercial. Pourquoi? C'est dans le sens informatique. C'est que le directeur peut exploiter les mêmes fonctionnalités offertes par le système pour le commercial. Et il peut faire, en ajoutant ces fonctionnalités-là, il peut faire autre chose. C'est bon? C'est le même principe de l'héritage dans programmation orientée objet. Je vais voir, il y a un retardateur. Cet exemple-là, ça veut dire que le directeur fait exactement, ou bien il exploite les mêmes fonctionnalités que peut exploiter le commercial. Mais bien sûr, comme vous le savez, un directeur peut faire autre chose que le commercial. Il peut faire les mêmes fonctions du commercial, mais il peut faire autre chose et pas l'inverse. C'est bon? Donc, dans le sens de l'héritage, il hérite toutes les fonctionnalités offertes par le système pour le commercial. Mais il peut aussi bénéficier d'autres fonctionnalités. Madame, c'est le directeur qui sort de commercial. Oui. Pourquoi? C'est dans ce sens, dans cet exemple-là. Ça veut dire le directeur, il bénéficie des mêmes fonctionnalités que fait le commercial. Un commercial, par exemple, peut consulter le stock, saisir les données d'un client. Le directeur, il peut faire la même chose. Mais il peut faire des choses de plus. Par exemple, le directeur, il peut prendre des décisions. Par exemple, il peut exploiter d'autres fonctionnalités
qui ne sont pas offertes pour le commercial. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est bon? Le directeur fait la même chose, il exploite les mêmes fonctionnalités que le commercial, mais il peut exploiter autre chose que le commercial et pas l'inverse. C'est clair? Oui. Très bien. Donc c'est ça le type de relation qui existe entre les acteurs. Maintenant, on a présenté c'est quoi un acteur. On a dit qu'il y a 3 types d'acteurs: acteur humain, acteur matériel, acteur logiciel. Et on a dit qu'il existe seulement une seule relation entre les acteurs, c'est la relation de généralisation. C'est bon? On dit que le commercial est un cas général du directeur et le directeur est une sorte de commercial, mais seulement dans le sens des fonctionnalités offertes par le système. C'est bon? Ça veut dire le directeur, il peut exploiter les mêmes fonctionnalités offertes pour le commercial. Et il peut rajouter d'autres choses qui n'est pas offerte pour le commercial. Ça veut dire, dans le sens d'héritage, le directeur hérite toutes les fonctionnalités du commercial. Mais il peut bien sûr avoir d'autres fonctionnalités. Alors, on a parlé du cas acteur. Maintenant, on va parler un cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, c'est quoi? Est un service rendu à un acteur. C'est une fonctionnalité d'un système. Alors, graphiquement, comment on modélise le cas d'utilisation? On modélise comme ça, avec une ellipse qui prend comme nom un verbe à l'infinitif. Par exemple, ici, ajouter article panier. C'est ça le cas d'utilisation. On peut utiliser la fiche, on peut ne pas l'utiliser. Alors, on a parlé des relations entre cas d'utilisation, entre acteurs. Maintenant, on parle des relations entre cas d'utilisation. Alors, il y a 3 types de relations entre cas d'utilisation. Il y a la relation inclusion, la relation extension et la relation généralisation. Alors, pour le premier type de relation, c'est l'inclusion. Alors, B est une partie obligatoire de A. Et on lit A inclut B. Ça veut dire, on ne peut pas faire A sans faire B. C'est bon? On ne peut pas faire A sans faire B. Donc, B, c'est une partie obligatoire A. Pour pouvoir faire A, il faut faire avant B. Donc, c'est ça là, l'inclusion. Et il prend comme stéréotype les deux guillemets include. C'est pas guillemets, mais on ne trouve pas le nom pour ces symboles-là. C'est pour dire que c'est un stéréotype qui prend le nom include avec des tirets en pointillés, avec une flèche en pointillé. Et pour l'extension, on dit B est une partie optionnelle de A et on lit B étant A. Ça veut dire, lorsqu'on fait une fonctionnalité A, on peut faire aussi B. C'est une option de plus. Donc B, c'est une option de plus pour A. Ce n'est pas pour le premier cas. B est obligatoire pour faire A. On verra ça dans l'exemple. Et le troisième type de cas, c'est le cas général. C'est la généralisation, ça veut dire le A, c'est le cas général de B. C'est bon? C'est ça les différents types de relations. Voici un exemple. Voici une borne interactive d'une banque, ça veut dire un guichet automatique. Regardez, ici l'acteur, c'est pas un guichet automatique, mais plutôt c'est une borne interactive d'une banque. Ça veut dire ici c'est un site internet de la banque. Alors,
C'est pas réellement un site internet parce que dans le site internet, on ne peut pas retirer physiquement de l'argent. Donc on pourrait considérer que euh, c'est une sorte de guichet automatique. Alors, regardez. Alors, cette borne interactive d'une banque, il offre quoi? Quelles sont les fonctionnalités offertes pour cette borne interactive d'une banque? On peut retirer de l'argent, on peut effectuer un virement, on peut vérifier solde, on peut consulter compte. Alors, regardez, le premier cas d'utilisation, on retire de l'argent. On ne peut pas, regardez, l'include ici, on ne peut pas retirer de l'argent sans s'authentifier. Bien sûr, il faut s'authentifier au début et puis retirer de l'argent. Ce qui fait que s'authentifier est une partie obligatoire du retirement de l'argent. La même chose, pour effectuer le virement, il faut s'authentifier. Car on ne peut pas effectuer un virement sans s'authentifier. La même chose, on ne peut pas consulter le compte sans s'authentifier. Par contre, regardez, lorsqu'on effectue un virement, il y a un cas qui étend ce cas d'utilisation qui effectue un virement. En plus d'effectuer un virement, on peut bien sûr vérifier le solde. C'est bon? Donc, c'est un cas qui étend ce cas-là. C'est bon? Et le deuxième exemple, c'est que on peut consulter compte et on précise, c'est que on consulte depuis Internet. Parce que consulter, on peut consulter physiquement, directement, ou bien on peut consulter via une plateforme Internet. C'est bon? Donc, ça, c'est un exemple qui schématise les différentes relations entre les cas d'utilisation. Il y a la relation d'inclusion. B est une partie obligatoire de A. Une relation d'extension, ça veut dire elle étend. C'est optionnel. Il y a la relation de généralisation. Alors, toujours, quand on parle des cas d'utilisation, on doit parler de système étudié. Alors, le système représente une application dans le modèle UML. C'est notre modèle, c'est notre application. Il est identifié par un nom et regroupe un ensemble de cas d'utilisation qui correspondent aux fonctionnalités offertes par l'application à son environnement. L'environnement est spécifié sous forme d'acteurs liés au cas d'utilisation. Un système se représente par un rectangle contenant le nom du système et les cas d'utilisation de l'application. Donc, notre application, quand on fait sa conception, elle est schématisée. On parle du système, ici par un rectangle, pour limiter les frontières du système. Voici notre système, c'est un système X. Par exemple, si on fait l'étude d'un guichet automatique, on peut écrire guichet automatique. Si on veut parler, par exemple, d'un site e-commerce, on écrit site e-commerce, etc. Donc, tout ce rectangle-là, il délimite notre système. Et les acteurs-là, ce sont les acteurs extérieurs à notre système, les acteurs qui interagissent avec le système. C'est bon? Donc, voilà les acteurs. Comme regardez dans la bonne recommandation, c'est qu'il faut modéliser les acteurs qui sont de caractère humain avec un bonhomme et les acteurs logiciels ou matériels avec des rectangles. Parce que, par exemple, ici, on a un système. Lorsqu'un client souhaite traiter une vente, alors ce traitement de vente, il sollicite un service extérieur qui s'appelle service d'autorisation des paiements. Donc, ça, c'est un acteur extérieur. Puisque ce n'est pas une personne physique, on le modélise avec le carré et le stéréotype acteur. C'est bon?
Et voilà. Et bien sûr, les cas d'utilisation sont schématisés avec un trait pour dire qu'il y a une interaction. Donc, c'est ça pour le cas d'utilisation. Alors, on a parlé de tout ce qui est graphique d'un diagramme de cas d'utilisation, mais comment on fait ce diagramme-là? Comment on fait l'identification d'un cas d'utilisation? Alors, l'identification d'un cas d'utilisation, pour la faire, on fait quoi? Il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment il se sert du système. Alors, comment j'exploite le système? Comment j'utilise le système? Ça permet de nous donner une idée sur les cas d'utilisation. Alors, et dans quel cas j'utilise ce système et à quelle fonctionnalité je dois avoir accès. Alors, pour chaque acteur, il convient de rechercher les différentes intentions avec lesquelles il utilise le système. Déterminer dans le cahier de charge les services fonctionnels attendus du système. Déjà, pour le cas d'utilisation, on peut les détecter à partir d'un cahier de charge. Un cahier de charge, ça s'écrit majoritairement avec du texte. Et en lisant ce texte, ce cahier de charge qui est écrit en format texte, on peut dégager quels sont les cas d'utilisation du système. Bien sûr, il n'y a pas une manière unique et totalement objective de repérer les cas d'utilisation. Parce que, comme je vous ai donné l'exemple de construction de maison, on a une superficie bien exacte. Si le client va avoir deux architectes, il exprime son besoin. Je veux une maison constituée de tel ou tel composant avec de telles conditions. Lorsqu'il va recevoir la conception de la maison, il va recevoir deux conceptions différentes. Parce que c'est subjectif, parce que chaque architecte, comment il voit les choses. Donc, ce n'est pas totalement objectif. C'est clair? Alors, pour cela, on va faire un exercice. Voici un cahier de charge qui est écrit en texte et on va dégager quels sont les acteurs de ce système et quels sont les cas d'utilisation. C'est bon? Donc, et bien sûr, vous allez installer le logiciel Argo UML ou un autre logiciel de votre choix pour tracer le cas d'utilisation de ce système-là. Alors, je lis le cahier de charge du système. Donc, on a un magasin XYZ a besoin de mettre en place un système de gestion des ventes en ligne. Ce système doit permettre à ses utilisateurs les fonctionnalités suivantes. Le client doit être capable de consulter le catalogue et créer un bon de commande. Si le client possède une carte bancaire, le système doit aussi lui offrir la possibilité d'effectuer le paiement en ligne. Alors, pour une commande non payée, le commercial doit prendre contact avec le client pour établir les procédures de paiement. Une fois le paiement reçu, le commercial valide la vente. Alors, pour une commande payée et non livrée, le magasinier livre le client et enregistre les informations concernant la livraison sur le système. Le magasinier peut aussi créer un nouveau produit. S'il n'existe pas dans le catalogue, le comptable doit être capable. Le magasinier peut aussi créer un nouveau produit s'il n'existe pas dans le catalogue. Notre ligne, c'est que le comptable doit être capable de visualiser les ventes et les chiffres d'affaires réalisés. Le directeur peut consulter des rapports fournis par le système pour les analyser. Donc, voici un exemple d'un cahier de charge écrit dans le texte. Donc, premièrement, vous allez dégager quels sont les acteurs, quels sont les cas d'utilisation et vous allez tracer le diagramme de cas d'utilisation de ce système-là en utilisant le logiciel AlgoML ou un autre logiciel de votre choix. C'est bon? Madame, quel logiciel vous nous recommandez? ArgoML, c'est un logiciel open source, gratuit et simple à utiliser. Alors, si vous voulez autre logiciel, il y en existe bien sûr.
Il y a des logiciels qui sont payants, mais vous pouvez commencer avec celui-là. Argo UML. Elle est déjà, c'est largement suffisant. C'est bon? Elle est simple à utiliser. Elle peut répondre. On peut faire des diagrammes facilement avec ce logiciel-là. Si vous trouvez autre logiciel qui vous plaise, alors n'hésitez pas, vous avez le choix. C'est bon?